Donc vous vous trouvez dans la partie boutique du musée, anciennement le magasin de marée de la conserverie Alexis Le Gall. Dans cette boutique, le visiteur va pouvoir trouver des produits alimentaires et également non alimentaires. Donc on va retrouver des produits de la compagnie bretonne, donc l'entreprise conserverie sur Pinmar. On va retrouver des ouvrages avec des thématiques bien sûr maritimes, avec des ouvrages pour les adultes, des BD, mais aussi des livres pour les enfants. On va retrouver des jeux pour les enfants comme des puzzles, comme des peluches. Et ensuite, on va trouver des objets décoratifs autour du domaine du maritime. Et c'est vous qui le dirigez, Joanne Verdier, ce musée de la conserverie Alexis Le Gall à Loctudy. Nous sommes aussi avec Pierre Kilivic. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes élu à la mairie, vous êtes adjoint aux travaux et c'est vous qui avez eu en charge la restauration de cette conserverie qui a été créée en 1901 et reprise ensuite par Alexis Le Gall, rachetée, c'est ça? Oui, qui a été racheté par Alexis Le Gall et qui a arrêté son activité en 1954. Alors ça fait plusieurs années que le projet est sur les rails. Il a réellement démarré la mandature précédente avec mon collègue Jean Laouénan, qui était adjoint aux finances et qui avait en charge ce projet du musée. J'étais moi-même simple élu à l'époque dans cette mandature. Et le conseil municipal de la mandature précédente a donc pris la décision de lancer ce projet de musée. Donc en 2016, rachat du musée et classement au monument historique du lieu et des collections, puis démarrage réel des travaux. Nous avons été éligibles aussi au Loto du patrimoine, Stéphane Berns, qui nous a fait bien sûr une réelle poussée du projet. On a été éligible au moment de Fort Cigogne sur l'archipel des Glénans. Donc le projet a démarré par la restauration des bâtiments, confié à une maîtrise d'œuvre, Dominique Liseran, cabinet Liseran à Auray, donc qui a suivi de près cette restauration des bâtiments. Puis cette restauration terminée, nous sommes passés donc à l'implantation de la Céno Muséo, donc qui avait été travaillée en parallèle de la restauration bâtiments, grâce à l'association ACAL, l'association des amis du musée de la conserverie Le Gall, présidée donc par Pierre-Jean Desfossés. Il a aujourd'hui 100 adhérents au musée. Donc les membres de l'association ont travaillé en réunion autour de la table pour établir la muséographie et la scénographie. Les textes ont été rédigés par Marie Prigent, et les textes ont été validés par la famille Le Gall. On était très attentifs à raconter l'histoire de la famille en évitant toute erreur possible et être le plus fidèle possible à l'histoire de cette famille. On avait la chance d'avoir les 3 petites filles d'Alexis Le Gall présentes autour de nous. On leur a confié les textes. Elles sont revenues vers nous en corrigeant certaines anecdotes, certains points, ce qui était très riche sur les échanges. C'est ce que l'on souhaite, que le musée soit ouvert vraiment vers son entourage et de le placer en réseau avec les autres musées qui peuvent nous entourer. Nous sommes d'ailleurs 3 musées sur l'Europe à relater cette économie de la conserve. Il y a Stavanger en Norvège, il y a le musée de Portimao au Portugal, près de Faro, et aujourd'hui il y a le musée de Loctudy ici en Bretagne, en France. Ce projet de musée, on a pu le lancer grâce à une personne, Jean-Philippe Chapalin, qui était marié à une des petites filles d'Alexis Le Gall et qui a souhaité et qui a eu la volonté de faire perdurer ces lieux en rachetant à l'ensemble de ses beaux-frères, belles-sœurs, l'usine, la maison de maître, dans l'idée d'en faire un écomusée déjà à l'époque, à titre privé. Et il s'est vite rendu compte qu'au vu des investissements à réaliser, il ne pouvait pas le réaliser seul. Donc il a donc interpellé la commune de Loctudy. Il y a de ça 3 mandatures à peu près, et bon, je dirais que les esprits n'étaient pas prêts à ce genre de construction de projet. Et il a fallu attendre la mandature précédente pour que le projet démarre. Alors, dans cette usine, en tout cas ce musée, Joanne Verdier, on trouve les appareils d'origine qui servaient à mettre la sardine en conserve, et puis aussi le maquereau, le thon.
Oui, effectivement, dans ce musée, on va avoir deux bâtiments. Le bâtiment de la maison de maître, dans lequel on va recontextualiser l'histoire de la famille, dans le sens où il s'agissait d'une véritable histoire de famille. Ensuite, on va avoir un autre bâtiment, l'usine, donc le cœur du sujet, qui va recontextualiser le travail des ouvrières et accompagné de son patron. Est-ce qu'on peut parler de la famille Le Gall? Alors depuis 1901 jusqu'en 1961, sur ce panneau, vous expliquez un peu son histoire. Oui, effectivement, on va expliquer dans du coup la salle à manger de la maison de maître l'histoire de cette conserverie, à savoir que la conserverie a été entre les mains de Jean-Marie Vallière Desfilières entre 1901 et 1916. En 1919, Alexis Le Gall et sa femme Alice ont décidé le rachat de cette propriété pour justement lancer leur usine de conserve de poissons. Donc ils étaient conserveurs à Douarnenez à la base et ils sont venus sur Loctudy. Ensuite, Alexis Le Gall est arrivé avec sa femme dans les années 20. Il a souhaité moderniser l'usine dans le sens où il voulait lancer véritablement la production. Donc il a amené l'électricité, il a acheté des machines. Et toutes les machines que vous allez retrouver dans la partie usine sont vraiment authentiques. Ce sont celles qui ont permis à Alexis Le Gall de produire des boîtes de sardines, activité qui s'est arrêtée en 1954 lorsqu'Alexis Le Gall avait 75 ans. L'activité de mareyage, donc la vente de poissons frais qui se faisait dans la partie donc aujourd'hui boutique, a été arrêtée en 62. Pour la sardine, le maquereau, le thon, il y a eu des hauts et des bas aussi, des crises économiques. Oui, effectivement, il y a eu des crises économiques, notamment entre les années 1910 et 1920, notamment avec l'apparition des sertisseuses, les soudeurs de boîtes, qui à la base soudaient les boîtes en fer blanc de conserve de sardines ou de maquereaux ou autre type d'aliments à l'intérieur des boîtes, ont vu leur métier progressivement disparaître avec l'apparition de ces nouvelles machines dans les années 15. Donc il y a eu des grèves, il y a eu des révoltes. On va retrouver sur quelques audiovisuels, quelques panneaux, des iconographies qui vont relater tout ça en voyant par exemple les soudeurs de boîtes qui jettent les sertisseuses dans les ports. Le XXe siècle, est-ce que c'était une période difficile pour la sardine? Parce que là on parlait des crises, Joanne Verdier, mais on est plutôt au XIXe siècle, quand l'âge d'or de la sardine c'est plutôt le XIXe. Oui, effectivement, l'âge d'or de la sardine, ça va être le 19e siècle. Après, dans les années 1920-1930, on va trouver un véritable essor des conserveries en Pays Bigoudin, étant donné que ça va être pendant des décennies un moteur économique incontournable pour le territoire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il est indispensable au travers de ce musée, de ces collections, de retracer tout ça, tout simplement pour faire œuvre de mémoire des sardinières, notamment sur la commune de Loctudy. Vous insistez sur le fait que ce ne soit pas un centre d'interprétation, mais bien un musée. Oui, effectivement, il s'agit d'un musée qui relate l'histoire d'une famille de conserveurs. Et tout ça est expliqué au travers des audiovisuels, des moyens multimédia divers et variés, des panneaux explicatifs, d'un audio guide également dans le musée. Alors on continue sur RCF à présenter le musée de la conserverie Alexis Le Gall. Nous sommes toujours à Loctudy et on est avec vous, Joanne Verdier, et également avec Pierre Kélévic qu'on va entendre dans un instant. Ici nous sommes dans le bureau d'Alexis Le Gall et de sa femme Alice. Effectivement, nous nous trouvons dans le bureau d'Alexis Le Gall. Le bureau d'Alexis Le Gall qui a été entièrement reconstitué au travers des objets mobiliers qui ont été restaurés par un menuisier sur Saint-Guénolé, Silver Granvoinet, labellisé monument historique. Donc on va retrouver le bureau, on va retrouver le poêle à bois, on va retrouver une table avec un meuble qui permettait à la fille de Alexis et Alice Le Gall, Henriette, de faire la comptabilité, puisqu'elle avait un diplôme de comptabilité qui lui permettait de traiter tout ce qui était comptabilité pour l'usine d'Alexis Le Gall. On va retrouver en termes d'objets, donc à savoir que tous les objets, toutes les collections du musée ont été inscrites au titre des monuments historiques en 2016, tout comme les bâtiments de cette conserverie Le Gall. On va retrouver par exemple une machine à écrire, on va retrouver les listes de comptes, les notes d'Alexis Le Gall, des imports-exports. On va effectivement retrouver les jetons
qui permettait à Alexis Le Gall de payer les sardinières, les ouvrières et aussi les marins. On va retrouver par exemple un carnet de notes qui va relater les imports-exports de Rogue, donc l'appât de poisson qui arrivait directement de Norvège sur le port de Douarnenez. On va également retrouver les barèmes des salaires, notamment de 33 à 38, et on voit tout simplement l'évolution des barèmes de salaire suite aux différentes réformes et aux changements de mentalité. Vous avez parlé d'ouvrières et de sardinières, c'était des femmes qui principalement travaillaient ici, comme dans beaucoup de conserveries d'ailleurs, de poissons en Bretagne? Dans les conserveries en Bretagne, on va retrouver principalement des femmes, tout simplement parce que les hommes étaient en mer. On va retrouver également quelques hommes qui étaient là pour la mécanique, c'est-à-dire qu'ils étaient là pour réparer les sertisseuses, pour vérifier les réglages dans les moteurs, dans les sertisseuses, ainsi de suite. Et ce bureau était aussi particulièrement utile pour surveiller les femmes à l'extérieur de la maison et de la conserverie, parce que le poisson était mis à sécher à cet endroit. Oui, tout à fait. Donc il faut s'imaginer à travers la fenêtre du bureau que l'on perçoit juste devant nous qu'il y avait des brancards sur lesquels il y avait des grilles de sardines dans lesquelles séchaient les sardines. Donc c'était une véritable carte postale que l'on pouvait apercevoir devant les toits d'usine. On rentre dans le vif du sujet, hein, vraiment la conserverie maintenant, conserverie Alexis Le Gall à Loctudy, le musée Pierre Kélivic, c'est un milieu que vous connaissez très bien puisque voilà, vous y avez travaillé. J'y ai fait toute ma carrière en tant que responsable de production et responsable technique. C'était où d'ailleurs? Alors j'ai commencé ma carrière chez Paul Chaquin au Guilvinec, société bien connue pour tous les bigoudins, qui employait dans les plus belles années jusqu'à 200 personnes. Au milieu d'autres usines comme la COP, comme la société Furic au Guilvinec, comme la société Boulanger. Enfin, il y avait beaucoup d'usines de conserve sur le pays bigoudin. Combien d'ailleurs? Est-ce que vous avez des chiffres? Et même en dehors du pays bigoudin, parce qu'il y a Concarneau aussi, il y a Douarnenez. Alors oui, Concarneau, je pense une quarantaine d'usines. Le pays bigoudin, vous aviez l'île Tudy, vous aviez Loctudy où on se trouve. Vous aviez l'Esconil, vous aviez le Guilvinec, vous aviez Pinmar-Saint-Guénolé. Il y avait des usines dans toutes les villes, dans tous les ports. Alors, on parle de conserverie, mais en amont, il y a la pêche. Et ici, les sardines arrivaient directement depuis la grève. Alors, la propriété Le Gall avait les pieds dans l'eau, juste devant la tourelle des Perdrix, à l'entrée du port de Loctudy. Ce qui lui donnait un gros avantage, c'est que les bateaux à voile à l'époque, chaloupes sardinières, pouvaient accoster directement sur la grève devant l'usine. Alors, ils accostaient sur la grève devant l'usine quand Madame Alexis Le Gall levait les couleurs pour leur faire signe que l'usine avait besoin de poissons. Il y avait un mât sur la façade de l'usine qui lui permettait de lever un fanion avec un code couleur et qui permettait aux marins de savoir que l'usine avait un besoin de poissons. À l'époque, la VHF n'existait pas. Faire accoster un bateau à voile était compliqué. Donc il ne fallait pas perdre de temps. Donc si le drapeau, le fanion n'était pas levé, les marins savaient qu'ils pouvaient aller dans d'autres lieux pour vendre leurs poissons. Ça veut dire, Pierre Kélivic, qu'il y avait une forte concurrence aussi alors? Et il y avait de la concurrence, bien sûr. Il y avait moins de bateaux. Il y avait une demande. Et il y avait une demande des conserveurs. Il y avait une demande des marailleurs également. Donc c'est vrai qu'il fallait savoir se positionner. Et qui avait le dernier mot en général au niveau des prix, par exemple? Qui avait le dernier mot, tel qu'on a pu remonter l'histoire sur la conserverie Alexis Le Gall? Ce que l'on sait, c'est que Madame Alexis Le Gall était quelqu'un de très exigeante, qualitativement, pour ses produits, et financièrement aussi. Et d'ailleurs, on en témoigne par un film qui a été tourné, qui fait œuvre de mémoire, qui s'appelle Mémoire en conserve, et où on a interviewé d'anciennes ouvrières de la conserverie, et qui nous ont raconté cette anecdote en disant que Madame Alexis Le Gall était surnommée Madame Trop Chère. Alors ici, nous sommes dans un atelier où on fabrique la sauce. Joanne Verdier, on fabriquait la sauce. Effectivement, nous nous trouvons dans le laboratoire des sauces. Il s'agissait d'un lieu secret. Le secret industriel était déjà là. Donc il faut s'imaginer que le lieu était clos complètement. Et c'est pour cette raison que Alexis Le Gall avait mis en place un distributeur des sauces qui lui permettait de distribuer les sauces qu'il concevait sur ce petit plan de travail à destination des ouvrières qui étaient de l'autre côté de la porte. C'était quoi comme sauce? Est-ce qu'on les connaît aujourd'hui, des sauces traditionnelles comme la sauce tomate?
Alors oui, c'était des sauces pour le maquereau, c'était des sauces à la ravigote. Le maquereau, on expose une des recettes d'Alexis Le Gall, hein, sur une ardoise, où on expose sa sauce qui était pour le maquereau à destination d'une de ses marques, Félix Faure. Alors on continue sur RCF, on continue à découvrir ce nouveau musée, le musée de la conserverie Alexis Le Gall qui se trouve à Loctudy. Et là donc on va aller voir les sardinières mais sous forme d'hologramme alors. Oui, effectivement, dans le but de recontextualiser et de plonger les visiteurs au cœur de cette usine, nous avons décidé d'avoir une scénographie immersive à travers du coup des audiovisuels et notamment des hologrammes sur lesquels on va retrouver des personnes aujourd'hui ouvrières de l'entreprise Furic qui se sont prêtées au jeu, qui vont tout simplement reproduire les gestes métiers. Donc vous avez l'étaîtage, vous avez l'emboîtage et vous avez l'huilage. Donc ça redonne de la vie, ça redonne du sens surtout aux tables qui sont exposées, aux objets de collection qui sont exposés dans le musée. Pierre Kélivic, c'est vous le spécialiste multimédia, non ? Oui, j'avoue que bon, comme l'était mon prédécesseur Jean Laouénan aussi, hein, qui adore la technologie, qui adore l'image, oui, je suis assez tourné vers le multimédia. Alors vous avez un drone notamment, vous avez fait des vidéos pour montrer l'avancée des travaux. Et puis aussi, est-ce que vous vous êtes occupé de cet aspect multimédia, de ces hologrammes Oui, alors ces hologrammes, ça a été une exigence de l'équipe hein, quand on a réfléchi à la scénographie. Et dès le départ, on a demandé à positionner ces hologrammes. C'est vrai qu'on a eu un petit peu de difficulté à mettre le système au point, mais il était essentiel de pouvoir présenter à peu près à l'échelle 1, bien situé devant les tables de travail, ce travail manuel qui était fait par les ouvrières et par les femmes. C'était essentiellement un travail de femmes ici. Pendant que les maris étaient à la mer, les femmes étaient à l'usine. Jeanne Verdier, c'était une conserverie artisanale à la différence des conserveries industrielles. Alors si on compare Paul Chacun à Alexis Le Gall, donc au niveau des conserveries, qu'est-ce qui les distingue en dehors du nombre de personnes? Là, il y avait une quarantaine de personnes, je crois. Effectivement, ici, on va retrouver dans la conserverie Le Gall, comme dans les autres conserveries, le même processus pour conserver pour mettre en boîte des poissons. En revanche, on ne va pas trouver des machines qui vont avoir un aussi grand volume pour produire d'aussi grande quantité, tout simplement. Mais on va bien retrouver une chaudière, une autoclave, des sertisseuses, des moteurs à vapeur. On va retrouver vraiment tous les outils qu'on peut retrouver dans une grosse usine. Alors quel est le parcours pour le visiteur? Ici, on passe devant des panneaux et là, moi, je vois plein de boîtes qui attendent d'être remplies. Alors pour le visiteur, on s'est attaché, hein, on n'a pas voulu changer la disposition de l'usine, c'est-à-dire que telle qu'elle était, on a une table de parage de la sardine, donc qui consiste à couper la tête et viscérer le poisson, mettre le poisson en grille à destination du séchage, puis de la cuisson en friteuse. On a ensuite une table d'emboîtage qui est devant nous, puis une table d'huilage qui permet la couverture par l'huile de la boîte avant le sertissage. Alors, il est un fait que dans le parcours du musée, on ne défile pas dans le parcours réellement tel qu'est l'enchaînement des opérations industrielles, parce qu'on ne pouvait pas et qu'on tenait à respecter cette implantation du matériel tel qu'à l'origine. Alors qu'est-ce qu'il y a comme machine par exemple? On peut aller les voir peut-être? Oui, alors, on trouve plusieurs machines qui étaient existantes, qui étaient sous les toits de l'usine depuis 1954. L'usine a fermé en 1954. Bon, elle s'est dégradée avec les années et les machines étaient restées sous le toit. Donc ces machines, quand on a réouvert l'usine, qu'on a décidé de la restaurer, on a trouvé l'ensemble de ces machines qui ont été classées, répertoriées et, je dirais, restaurées. Donc en parc machine, on va trouver quoi? On va trouver une chaudière, on va trouver des moteurs, à vapeur, on va trouver des sertisseuses, un autoclave, une grue, des baquets de nettoyage avec de la sueur pour le nettoyage des boîtes, des tables d'emboîtage, des couteaux à thon,
des bassines de cuisson, des petits couteaux pour l'étaitage, des bassines à frire, enfin tout l'ensemble du matériel est ici présent. Il a été restauré sous la tutelle de Marie Prigent, qui est conservateur, avec l'aide de l'association qui entoure le musée, la CAL, sous la présidence de Pierre-Jean Desfossés, et de tous ces bénévoles. Tous ces bénévoles sont venus nous aider avec leurs pinceaux, leurs brosses à dents, leurs brosses pour nettoyer, frotter, et ça sous les directives de Marie Prigent. Parce que les objets étant classés, il ne s'agissait pas de faire de bêtises sur la restauration. Pour ce qui est des pièces les plus lourdes, les machines, nous avons fait appel à ce que l'on appelle le mécénat de compétences auprès d'entreprises, comme la Société Nouvelle de Mécanique à Quimperlé, comme la Société Certico à Quimper. Certico à Quimper nous a repositionné l'ensemble des tuyauteries vapeur sur les charpentes telles qu'elles existaient à l'époque. SNM a restauré les sertisseuses jusqu'à aller à nous remettre en état une de ces sertisseuses. Elle est fonctionnelle et permet, en tant qu'outil pédagogique, de présenter aux visiteurs ce qu'est réellement le sertissage. Alors vous avez fait votre carrière chez Paul Chacun, on le disait, Pierre Kélivic. Là, on remonte dans ce musée dans les années 50, au grand maximum. Qu'est-ce qui a changé depuis, en termes de machines, en termes de sécurité aussi, conditions de travail? Alors j'ai démarré ma carrière chez Paul Chacun au Guilvinec, et je dirais que dans l'évolution des technologies, bien sûr, oui, il a fallu respecter la caractérisation, la protection des opérateurs. C'est pareil, ici sur cette usine, on travaillait en station debout. Aujourd'hui, vous visitez la société Furic, qui fait partie de nos partenaires sous forme de mécénat, puisque c'est le personnel que l'on voit dans les hologrammes, c'est le personnel de Furic. Vous allez visiter cette usine qui est tout à fait visitable. Vous allez y trouver des sièges ergonomiques qui ont été développés, des tables qui ont été adaptées pour faciliter la tâche et éviter la fatigue du personnel. Qu'est-ce qui fait qu'on ait des bancs ici alors? Parce que vous dites qu'on était en station debout à l'époque. On était en station, oui, il y a quelques bancs pour certains postes comme l'emboîtage. Il y a d'autres postes qui demandaient des stations verticales. Comme l'étaitage était en position verticale, le sertissage, il y a des petits sièges face à la sertisseuse, mais tout autour de la sertisseuse, il y avait des stations debout, que l'on trouve bien sûr de moins en moins dans l'industrie d'aujourd'hui. On va terminer bientôt cette découverte, la visite de ce musée de la conserverie Alexis Le Gall. On rappelle qu'on est à l'Octudie. Alors c'est un musée qui ouvre après quelques mois de retard à cause du Covid. Alors c'est difficile de savoir combien de visiteurs vous aurez, mais c'était un besoin, une demande, à votre avis, Joanne Verdier, dans le pays bigoudin, de connaître l'histoire de la sardine et de la pêche en général. Je ne sais pas si c'était une demande d'avoir un musée comme ça, mais c'est un objectif commun notamment de la municipalité, mais aussi des personnes qui sont passionnées. Et je trouvais important de faire œuvre de mémoire, notamment pour la commune de l'Octudie, mais bien plus encore pour le territoire du Pays Bigoudin, même pour le Finistère, puisqu'il s'agissait pendant plusieurs décennies d'un véritable moteur économique. Et aujourd'hui, on a vraiment envie, au travers de ce musée, d'être au-delà d'un musée, un moteur économique pour le territoire, c'est-à-dire de faire venir des visiteurs sur le territoire pour faire visiter le musée, mais bien plus encore des producteurs locaux, des entreprises industrielles comme la société Furic sur Permar-Saint-Ganolé, mais aussi de pouvoir proposer d'autres modèles que la visite du musée, c'est-à-dire de toucher des professionnels pour venir faire des séminaires d'entreprise, des réunions de travail dans les lieux, puisqu'on proposera rapidement à la location une de nos salles dans le musée, tout équipée numériquement. On pourra proposer également un service de traiteur en proposant des adresses locales, puisqu'on est en production locale encore une fois. Le musée sera ouvert à quel moment pendant l'année? Est-ce qu'il y a des horaires d'ouverture déjà qu'on peut annoncer? Alors nous envisageons d'ouvrir le musée du mois d'avril au mois de novembre, jusqu'à la fin des vacances de Toussaint, du mardi au dimanche, de 10h à midi et demi et de 14h à 17h30. Bien sûr, il s'agit d'une première ébauche d'ouverture et nous viendrons modifier cela si on se rend compte qu'il y a des demandes supplémentaires surtout.
Après, au-delà de cette, on va dire, saison estivale, dans la saison dite basse, de novembre à avril, on va se tourner vers des tours opérateurs, vers des entreprises privées pour venir dans ce musée et le faire vivre même sur la saison morte. Et on se rend compte aujourd'hui que sur tout le territoire, les locaux ont envie de faire vivre le territoire même en saison morte. C'est pas parce que les touristes ne sont pas là que le territoire finistérien ou même breton ne peut pas vivre. Et on peut le découvrir aussi, ce musée, grâce aux vidéos. Pierre Kilivic. Oui, alors on s'est attaché bien sûr à YouTube, je crois. On s'est attaché à faire une chaîne YouTube du musée où on peut y trouver à la fois les vidéos qui sont faites par vous, professionnels, que l'on reprend pour présenter comment on a été ressenti auprès de la presse vidéo, la radio. On a également des bandes sonores que l'on a repris. Puis on a fait nos propres vidéos, bien sûr, de présentation de notre site. On y trouve sur notre chaîne vidéo l'ensemble des vidéos retraçant la restauration des bâtiments. Il faut savoir que ces bâtiments ont été entièrement déposés, qu'on a conservé le moindre morceau de bois qui pouvait être réimplanté. Et ce chantier a été le même, que ce soit pour l'usine ou la maison de maître. Merci à tous les deux, Joanne Verdier, Pierre Kilivic. On invite donc les auditeurs à venir à l'Octudie pour découvrir ce musée de la conserverie Alexis Le Gall. Retrouvez dès à présent ce magazine en podcast sur notre site internet rcf.fr.